Un professeur arrogant teste publiquement une élève noire, ignorant qu'elle a un véritable génie et une mémoire photographique. Peut-être devriez-vous envisager une matière moins exigeante, mademoiselle Laurence, tout le monde n'a pas l'état d'esprit nécessaire pour comprendre la biochimie avancée. Le silence qui suit est si dense qu'il semble être une entité physique dans la salle de classe de l'université de Westridge. 200 regards convergent vers Naomi Laurence, la seule étudiante noire de la classe du docteur Victor Hammond, dont l'expression de supériorité dissimule à peine le venin de ses paroles. Naomi sent la chaleur monter dans son cou. Ce n'est pas la première fois que le professeur l'humilie publiquement, mais aujourd'hui, il a franchi une ligne invisible. Le commentaire ne concernait pas seulement sa réponse, mais aussi sa présence dans cet espace. Un rappel cruel que pour certains, sa place dans cet espace serait toujours remise en question, même si elle était brillante. La tension a été rompue par le rire nerveux de certains élèves. D'autres détournent le regard, honteux d'être témoins de cette humiliation, mais pas assez gênés pour intervenir. Répondez à la question, mademoiselle Laurence, insiste le docteur Hammond en ajustant ses lunettes d'un geste théâtral. Ou préférez-vous admettre que vous n'êtes pas à la hauteur? Naomi respire profondément. À 22 ans, elle a passé toute sa vie à être sous-estimée. Fille d'une femme de ménage et d'un chauffeur de bus, son chemin vers cette université d'élite était pavé de bourses obtenues grâce à des performances exceptionnelles. Ce que personne dans cette salle ne soupçonnait, c'était ce qui se cachait derrière ses yeux calmes et calculateurs. L'enzyme CRISPR, Cas9, commence-t-elle, la voix calme mais parfaitement audible, agit comme des ciseaux moléculaires grâce à un mécanisme biochimique en 2 étapes. Tout d'abord, elle reconnaît des séquences spécifiques de l'ADN cible à l'aide d'un AR-guide complémentaire. Ensuite, la nucléase Cas9 provoque une rupture du double brin d'ADN précisément au niveau du site cible, ce qui permet l'édition de gènes. Le docteur Hammond fronce les sourcils. La réponse était correcte mais loin d'être complète. C'était l'occasion rêvée d'une nouvelle humiliation. C'est élémentaire, mademoiselle Laurence. N'importe quel étudiant de première année le saurait. Son sourire se fit prédateur. Maintenant, expliquez les implications éthiques de l'étude de Wang et al. Sur l'édition de gènes dans les embryons humains, publié dans le volume 87 de Nature Biotechnologie, page 834, si je ne me trompe pas. C'était un piège parfait. Cet article ne figurait pas dans la bibliographie du cours. Hammond l'avait seulement mentionné en passant il y a plusieurs semaines sans exiger qu'elle le lise. Naomi regarde le professeur droit dans les yeux. Un silence pesant s'installa dans la salle, chacun attendant l'inévitable échec. C'est alors qu'elle prend la parole. L'étude de Wang et de ses collègues, publiée dans Nature Biotechnologie, volume 87, pages 834 à 841, pose des problèmes éthiques dans 3 domaines distincts, déclare Naomi, sa voix prenant de l'assurance. Premièrement, elle remet en question le consentement éclairé puisque les embryons ne peuvent pas consentir à des modifications permanentes de leur génome. Deuxièmement, elle soulève des questions sur l'inégalité d'accès, créant potentiellement une nouvelle forme de division sociale basée sur les améliorations génétiques. Et troisièmement, comme l'indiquent explicitement les auteurs à la page 837, elle crée des précédents pour des modifications non thérapeutiques qui pourraient modifier fondamentalement le cours de l'évolution humaine. Le regard du docteur Hammond passe de l'arrogance à l'incrédulité. Il ajuste sa cravate, soudainement serrée. C'est exact, concède-t-il sèchement. Bien que je doute que vous ayez saisi les nuances les plus subtiles de l'argument. En fait, professeur, poursuit Naomi, toujours imperturbable, l'article mentionne également dans sa conclusion que l'équilibre entre l'innovation et la précaution doit être établi par le biais d'un dialogue mondial inclusif. Wang cite spécifiquement des études complémentaires de Garcia et Patel qui remettent en cause ce point de vue, suggérant que retarder la mise en œuvre des thérapies géniques a un coût éthique en termes de vies humaines. Tout l'auditoire retient son souffle. Naomi avait cité exactement, mot pour mot, l'article mentionné mais aussi les études qui s'y rapportent. Le visage du docteur Hammond est devenu d'un rouge inquiétant. Comment pouvait-elle savoir cela? Comment une simple étudiante pouvait-elle réciter mot pour mot un article scientifique mentionné une seule fois en passant il y a plusieurs mois? Ce que l'arrogant professeur et ses collègues ignoraient, c'est que Naomi Laurence n'était pas une étudiante ordinaire.
Derrière cette apparence tranquille se cachait un esprit aux capacités extraordinaires, qui était sur le point de transformer cette humiliation publique en quelque chose de très différent. Un enregistreur audio déguisé, un outil de son. Un stage au journal du campus. Personne ne se doutait que la bataille entre Hammond et le discret étudiant transféré ne faisait que commencer, ni que les prochains jours allaient changer à jamais l'équilibre des forces au sein de l'université. Après tout, que se passerait-il lorsque le professeur découvrirait que sa menace privée avait été documentée, et que l'étudiante qu'il considérait comme inférieure était sur le point d'utiliser contre lui non seulement sa mémoire extraordinaire, mais aussi tout l'arsenal de son intelligence calculée? Une semaine après la première confrontation, l'amphithéâtre de l'université était plein à craquer. La nouvelle de la masterclass ouverte du docteur Hammond avait rapidement circulé. Un événement rare où des étudiants de tous les départements pouvaient assister au cours du célèbre professeur. Sur scène, M. Hammond ajusta le micro, satisfait de l'impressionnante assistance. Dans les coulisses, quelque chose de tout à fait différent se préparait. Naomi avait passé la semaine à étudier de manière obsessionnelle, non seulement la biochimie, mais aussi Hammond lui-même. Elle avait parcouru tous ses articles publiés, toutes les interviews, toutes les thèses qu'il avait supervisées. Sa mémoire photographique était devenue une arme, cataloguant chaque contradiction, chaque incohérence dans 3 décennies de production académique. Au café Artemis, une alliance improbable s'était formée. Zoé, l'étudiante aux cheveux bouclés, s'était révélée être la rédactrice en chef du journal de l'université. Ryan, l'étudiant au magnétophone, était son assistant. Le docteur Chen, apparu par hasard, avait offert des conseils discrets. Zoé demanda si elle était sûre de son coup alors qu'il mettait la dernière main à leurs préparatifs. Hammond a de puissantes relations. Il pourrait mettre fin à ta carrière avant même qu'elle ne commence. Ma carrière serait terminée de toute façon, répondit calmement Naomi. Il m'a clairement fait comprendre que je ne réussirais pas son cours, même si mon travail était brillant. Assise au premier rang de l'amphithéâtre, Naomi avait l'air extraordinairement sereine. Le docteur Hammond la remarqua. Ses yeux se plissèrent légèrement avant qu'il ne commence son cours avec son habituel ton suffisant. Aujourd'hui, nous allons discuter des limites éthiques des biosciences, annonça-t-il, son regard évitant délibérément Naomi. Je commencerai par ma propre contribution dans ce domaine, le principe de proportionnalité éthique d'Hammond. C'est alors que Naomi leva la main. Hammond hésita, visiblement agacé, mais l'ignorer devant des centaines de personnes aurait été trop évident. Oui, mademoiselle Laurence, dit-il d'une voix pleine de dédain. Professeur, avant que vous n'alliez plus loin, pourriez-vous préciser le lien entre votre principe et la position contraire que vous avez défendue dans le Journal of Bioethics en 2018 ? Un silence momentané envahit l'auditorium. Hammond cligna des yeux, perplexe. Je crains de ne pas comprendre votre question. Mon travail est cohérent depuis des décennies. En fait, poursuivit Naomi, la voix claire et forte, dans votre article Frontières éthiques de la recherche génétique, page 142, paragraphe 3, vous affirmez textuellement que les considérations culturelles et socio-économiques sont secondaires par rapport au progrès scientifique. Une position diamétralement opposée au principe de proportionnalité que vous vous apprêtez à présenter. Des murmures parcoururent l'auditorium. Le visage d'Hammond pâlit. Vous déformez mes propos, vous les sortez de leur contexte. Je peux citer le contexte complet si vous préférez, proposa Naomi, dont la voix calme contrastait avec la nervosité croissante d'Hammond. Tout comme je peux citer les 7 autres articles dans lesquels vous contredisez directement vos propres principes éthiques lorsque cela arrange les entreprises qui vous soutiennent. Des conversations à voix basse s'engagèrent dans l'auditorium. Dans le public, le docteur Chen observait la scène avec un intérêt calculé. Le doyen Blackwell, qui venait d'entrer discrètement par l'arrière, fronça les sourcils. C'était tout à fait déplacé. Hammond frappa du poing sur la chaire. C'est une conférence, pas un débat. Je suis tout à fait d'accord, professeur, répondit Naomi en se levant lentement. Un cours académique doit présenter des idées cohérentes et éthiques, pas des contradictions commodes qui changent en fonction des financements. Elle sortit un fin dossier de son sac. J'ai compilé toutes vos contradictions éthiques les plus flagrantes des 15 dernières années, y compris, dit-elle en marquant une pause, vos évaluations manifestement biaisées à l'encontre des étudiants issus de groupes minoritaires.
L'auditorium fut plongé dans un silence de mort. Hammond était livide. « Comment osez-vous » commença-t-il, mais il fut interrompu par l'ouverture des portes latérales. 3 membres du comité d'éthique de l'université entrèrent, conduits par le doyen Blackwell. Ce n'était pas une coïncidence. Naomi leur avait envoyé sa compilation méticuleusement référencée 3 jours plus tôt. « Docteur Hammond, dit le doyen, sa voix grave résonnant dans le silence tendu. Je crois qu'il faut que nous parlions. » Hammond regarda autour de lui comme un animal acculé, puis fixa son regard furieux sur Naomi. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire » siffla-t-il dans le micro toujours allumé. Naomi s'avança, le regard direct et ferme. « Au contraire, professeur. Je sais exactement à qui j'ai affaire. Vous m'avez dit que vous connaissiez de nombreux moyens subtils pour vous assurer que les étudiants à problème trouvent leur vrai niveau. » Elle jeta un coup d'œil significatif à Ryan, qui lui tendit le petit magnétophone. « Heureusement, j'en connais moi-même quelques-uns. » Le visage d'Hammond se vida complètement de sa couleur. Dans les derniers rangs, quelqu'un commença à applaudir, bientôt suivi par d'autres, jusqu'à ce qu'une ovation envahisse l'amphithéâtre. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique d'une étudiante s'était transformé en quelque chose de très différent, un moment de justice poétique, catalysé par l'esprit extraordinaire que Hammond avait tenté de diminuer. Alors que le doyen conduisait Hammond, visiblement ébranlé, hors de l'estrade, Naomi resta immobile, calme, sachant que la tempête qui allait suivre serait intense. Après tout, elle n'avait pas seulement défié un professeur. Elle avait défié tout un système qui avait laissé son comportement impuni pendant des décennies. La question qui se posait désormais était la suivante: l'institution défendrait-elle la vérité et la justice ou allait-elle resserrer les rangs pour protéger l'un des siens? Et qu'adviendrait-il de la brillante étudiante qui avait osé dénoncer l'hypocrisie de l'un des professeurs les plus puissants de l'université? 3 semaines après la confrontation dans l'amphithéâtre, la communauté universitaire de Westridge était encore sous le choc de ce qu'on appelait désormais l'affaire Hammond. Le comité d'éthique avait terminé son enquête, et les résultats avaient provoqué un véritable séisme. Naomi se promenait dans les couloirs du bâtiment des sciences, observant à quel point tout avait changé. Les étudiants qui évitaient auparavant son regard la saluaient désormais avec respect. Les professeurs qui la traitaient avec indifférence se faisaient un devoir de la saluer. Zoé courut vers elle en brandissant un exemplaire du journal de l'université. « Il vient de sortir, en première page. » Le titre était percutant. Un professeur renommé écarté après des décennies de préjudices systémiques. L'article expliquait en détail comment l'enquête déclenchée par la plainte méticuleusement documentée de Naomi avait révélé une discrimination systématique dans les évaluations de Hammond à l'encontre des étudiants noirs, latinx et des femmes. Le doyen avait demandé un examen indépendant de toutes ses notes des 5 dernières années. Des dizaines d'anciens étudiants racontent des histoires similaires, expliqua Zoé en marchant vers le bureau du doyen. L'université a pris une décision sans précédent. Hammond avait non seulement été renvoyé avec suspension immédiate, mais ses privilèges de mentorat avaient été révoqués. Son bureau, ce sanctuaire du pouvoir universitaire, était vidé à ce moment précis.